Le stress peut altérer le cerveau par la sécrétion de substances que l'on appelle des hormones, en particulier le cortisol. Et lorsque la personne n'est plus capable de faire face à ce stress, il semble que les taux sanguins de cortisol soient augmentés. Cette sécrétion de cortisol va altérer certaines structures cellulaires à l'intérieur du cerveau qu'on appelle la glie. Le rôle de ces cellules, c'est un rôle de nettoyage et de soutien des cellules nerveuses à proprement parler. Et on pense que le cortisol va progressivement altérer le fonctionnement de ces cellules. Elle joue probablement aussi un rôle sur le fonctionnement des neurones. C'est ce qui explique que les neurones vont avoir du mal à s'articuler les uns entre les autres. Et donc c'est le stress sur le long terme qui va impacter la sécrétion du cortisol. Et c'est la sécrétion chronique de cortisol qui va impacter l'articulation entre les neurones. En pratique, le stress chronique entraîne une modification des capacités attentionnelles, des capacités de concentration, donc classiquement tout ce que l'on appelle la mémoire de travail et notre capacité à exécuter nos tâches quotidiennes. À plus long terme, on pense que le stress chronique, associé ou non à des phénomènes comme la dépression, pourrait être un facteur de risque de la survenue de maladies d'Alzheimer. On considère que les neurones ne sont pas endommagés de façon irréversible. À partir du moment où on va interrompre le stress, on arrête son impact et donc le cerveau va se réorganiser et les capacités intellectuelles et les capacités émotionnelles vont revenir et on peut imaginer que ce phénomène lié au stress soit un phénomène complètement réversible. On s'arrête, on se pose et on regarde dans quel état on se trouve. On regarde comment on respire, dans quel état est notre corps, dans quel état sont nos pensées, nos émotions, quelles sont les impulsions qui siègent en nous. Et faire ça nous permet de mieux comprendre. Au lieu d'être sans arrêt dans des actions ou dans des distractions, on s'arrête et on observe ce que nous sommes en train de vivre. C'est le lien social de davantage écouter les autres, davantage leur donner, de pratiquer davantage l'altruisme, d'être vraiment avec eux, de ne pas être à côté d'eux, tous en train de regarder son écran ou en train de faire des choses qui semblent nous réunir mais qui en fait ne correspondent pas à une vraie communication, mais vraiment régulièrement prendre le temps d'échanger, de dialoguer, d'écouter, de comprendre, sans but particulier. Le fait de régulièrement prendre du temps pour être en contact avec des espaces naturels, nature à la campagne, à la montagne, à la mer, aucune importance, ou même dans des grands parcs publics, et prendre des bains de nature, comme on prend des bains de soleil ou des bains de mer, c'est-à-dire s'immerger sans autre attente qu'être juste là, que recharger ses batteries, c'est quelque chose qui nous reconnecte à l'essentiel, à notre nature d'être vivant et qui accroît notre apaisement et notre discernement, qui sont deux ingrédients très importants pour la liberté intérieure. On ne peut pas être intérieurement libre dans le stress, dans l'angoisse et dans l'aveuglement. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui compte pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement? Qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse inscrire sur ma pierre tombale, comme épitaphe, une fois que je ne serai plus là? Et souvent on perd de vue évidemment ces valeurs parce qu'on est aspiré une fois de plus par les obligations triviales de la vie quotidienne, et s'arrêter pour voir ce qui compte pour nous
prendre soin des autres, réaliser, accomplir sa fibre, ses prédispositions artistiques, mener à bien un grand projet, réunir certaines personnes pour atteindre un objectif qui me paraît important. Toutes ces valeurs d'humanité, de partage, de convivialité, chacun de nous les porte et souvent malheureusement les néglige et oublie de s'en occuper. En tout cas, s'en occupe beaucoup moins qu'il ne s'occupe de son travail, de son compte en banque ou de la réparation de sa voiture ou de sa chasse d'eau. À l'école, j'ai appris que le cerveau est l'organe maître du corps. Quand je travaille auprès d'autochtones, j'entends souvent que c'est le cœur qui est le maître. Ces deux théories peuvent être vraies dans certaines circonstances, mais elles sont incomplètes. Parce que nous savons désormais que notre cerveau sécrète des substances pour la régénération, la cicatrisation, l'équilibre hormonal, etc. Il reçoit ses instructions du cœur pour la plupart. On crée ces instructions à travers les pensées et émotions que l'on suscite dans notre cœur. L'intuition est un sens très puissant, c'est un savoir immédiat dans notre cœur de ce qui nous semble juste. Il est essentiel de bien savoir quand une information vient du cœur, si elle vient vraiment de là ou plutôt de l'inconscient ou d'une peur. Il faut savoir d'où vient l'information. Parlons des ondes cérébrales juste un instant. Les états cérébraux habituels apparaissent en bas de l'écran. Les ondes delta, longues et lentes, du sommeil profond. Les ondes θ, de la somnolence. Puis les ondes alpha, en relaxation et en méditation. Les ondes bêta qui correspondent à nos activités quotidiennes. On pensait que c'était tout, mais il y a un autre état cérébral qui est désormais étudié, au-dessus des ondes bêta, c'est l'état gamma. Et remarquez la rapidité et la densité de ces ondes. Ce sont des ondes que les moines tibétains créent dans leur corps volontairement, sur demande, pour atteindre un état de pleine conscience, de régénération et d'intuition. Ils savent réguler leurs fonctions corporelles, leur température, leur réponse immunitaire, leurs hormones anti-âge. Le tout sur demande, c'est là leur force, l'exploitation de ce potentiel intérieur. Je vous raconte cela parce que l'on observe que c'est grâce à l'harmonie cœur-cerveau que l'on arrive à cet état gamma. L'état gamma permet une rapidité de mémorisation et d'extraction d'informations. L'extraction d'informations rapide impliquant le cœur est naturelle quand on y pense. En traitant une information seulement dans le cerveau, en lui posant une question, on obtient des réponses lentes. Tandis que venant du cœur, elles sont quasi instantanées. Le cœur répondra avant même la fin de la question. C'est logique parce que le cerveau, avant de répondre, considère plusieurs éléments. La logique, les peurs, les problèmes passés, les manques de confiance, les doutes, les questions d'amour-propre. Le cerveau fait le tour de ces questions avant de donner une réponse. Le cœur ne fait pas cela, il donne la réponse instantanément. Vous posez une question, boum, vous avez la réponse. Le cœur parle au cerveau et la nature de cette conversation entre les deux dit au cerveau quelle substance sécréter. Si par exemple on ressent des émotions dites négatives, je n'aime pas caractériser les émotions, mais c'est utile dans ce contexte. Prenons des émotions comme la colère, la haine, la jalousie. Ce que vous voyez là représente la qualité du signal entre le cœur et le cerveau. Ici, il est chaotique, irrégulier et grossier.
Ce signal chaotique reflète une chimie chaotique qui fait que l'on a besoin de grandes quantités d'adrénaline et de cortisol, soit les hormones du stress, pour réagir à quelque chose. Cet état est positif à court terme et négatif s'il est prolongé. On ne veut pas vivre sa vie dans cet état. La prochaine image montre ce qui se produit quand on transforme les expériences du cœur comme la frustration, la colère, la haine, la jalousie en des états comme la compassion, l'attention, la gratitude ou la reconnaissance. Après un tel changement, le signal du cœur au cerveau se transforme très rapidement. Il devient régulier et cohérent. On le qualifie ainsi. Il envoie un autre message au cerveau qui sécrète alors des substances différentes dans le corps. Je veux que vous sachiez que votre cerveau ne peut faire deux choses à la fois. Une fois cet état de cohérence atteint, le cerveau libère des hormones bénéfiques, stimule la réponse immunitaire, sécrète des hormones anti-âge, éveille les sens vers l'état gamma. Le signal irrégulier correspond à la réponse combat-fuite. Le corps et le cerveau détectent un problème, quelque chose d'important se passe. Il faut combattre ou il faut fuir. Nous n'avons pas le temps pour la régénération, pas le temps pour les réponses immunitaires, ce n'est plus important. Ces fonctions sont suspendues, privilégiant la réponse combat-fuite. Vous comprenez pourquoi la réponse combat-fuite est efficace sur le moment, mais pas sur le long terme. Nous pouvons modifier ces états cérébraux rapidement. Pour les scientifiques, nos pensées et nos émotions ne sortent pas d'un esprit immatériel, mais d'un corps, et notamment d'un organe, le cerveau. Le moindre de nos désirs, chacune de nos décisions, serait donc inscrit ici, dans l'entrelac de nos neurones, sous la forme d'un code encore mystérieux. Mais cela ne nous dit pas encore qui décide en moi. À l'école, je résolvais souvent des problèmes de maths ou de physique, juste pour le plaisir. Et j'ai réalisé que si je bloquais, ça pouvait m'aider de faire quelque chose de très différent. Et la solution surgissait dans mon esprit. Cela me fascinait. Je me demandais qui fait les calculs, qui trouve la solution du problème. À Berlin, John Dylan Haynes cherche la signature cérébrale de notre libre arbitre. Nous avions déjà démontré que nous pouvions prédire les intentions de quelqu'un à partir de son activité cérébrale. Mais la grande question était, pouvons-nous dire à l'avance quelle décision une personne prendra dans le futur? Serait-il possible, grâce à un scanner, de prédire les choix d'une personne avant même qu'elle ait la sensation d'avoir pris sa décision? C'est une expérience très simple. Ils ont deux boutons, un à gauche, un à droite. Et on leur demande de décider librement s'ils veulent presser sur le bouton droit ou gauche. C'est le libre choix. Pour être sûr de tester une situation totalement libre, le chercheur propose une alternative extrêmement limitée. La personne appuie sur des boutons qui ne déclenchent rien. Et elle dispose d'autant de temps qu'elle le souhaite pour se décider. La signature cérébrale de cette décision sans aucune conséquence est stupéfiante. Il s'est avéré que nous pouvons prédire le choix d'une personne à partir de son activité cérébrale jusqu'à 7 secondes avant qu'elle n'ait eu l'impression d'avoir pris sa décision. 7 secondes, un temps incroyablement long.
Dans le cerveau des personnes testées, nous avons trouvé 2 régions à partir desquelles nous pouvons prédire leurs décisions. En regardant les voxels, ce sont des petits volumes qui ressemblent à des morceaux de sucre. On voit que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton gauche et que certains voxels s'activent lorsque vous êtes sur le point de choisir le bouton droit. Donc, le décryptage du signal de l'IRM nous dit quelle décision vous allez prendre. Et dans ce cas, la conscience n'a aucune influence causale sur ce qui se passe. Il se peut qu'elle garde l'événement en mémoire ou qu'elle ne serve qu'à vous informer. Bien sûr, cette expérience ne teste qu'une minuscule décision sans aucun enjeu. Mais qu'en est-il de nos décisions plus complexes ? Sont-elles issues d'une somme de petites décisions prises dans le secret de nos connexions neuronales ? Ou bien existe-t-il un moi conscient, capable d'influencer nos mécanismes inconscients ? Si par libre arbitre, on entend l'affirmation naïve que nous pouvons prendre une décision indépendamment de notre cerveau, alors les recherches actuelles sont assez claires sur le fait qu'il n'existe pas de libre arbitre. Le sentiment de liberté est en partie une construction de notre cerveau. C'est en faisant fonctionner cette circuiterie de notre cerveau, c'est en faisant jouer nos systèmes de valeurs qui sont inscrits par nos gènes et par notre éducation dans notre cerveau, que nous prenons une décision que nous appelons libre. Il ne faut pas penser que nous sommes capables d'un niveau de décision supplémentaire. Non, notre conscience subit des décisions qui sont comme le sommet de l'iceberg, qui sont issues des profondeurs de nos circuits non conscients. Il y a peut-être 90, 95, 98% de l'activité de notre cerveau qui n'est pas consciente. Ce que j'estime être moi se passe en grande partie à mon insu. Mais cela ne veut pas dire que notre conscience ne joue aucun rôle sur nos processus inconscients. Notre cerveau est une machine biologique qui a ceci d'extraordinaire qu'il est transformé par sa propre activité. Plus une information circule dans notre tête, plus elle se grave profondément dans nos connexions nerveuses. Ces chemins non conscients sont le terreau sur lequel poussent nos pensées. Le boulot du cerveau, c'est de produire des pensées, tout comme le boulot des poumons, c'est de respirer, le boulot du cœur, c'est de faire circuler le sang. On n'a pas à s'en occuper, il fait ça tout seul. Et le problème, c'est que mon cerveau, il fait le boulot en fonction de mon tempérament, de mon patrimoine génétique, en fonction de mon passé, mais finalement, ma part de libre arbitre, ma part décisionnelle, mes valeurs de vie sont peu convoquées. Plus je prends conscience de ce qui est en train de se passer en moi, plus je prends conscience de la manière dont je suis en train de vivre mon expérience, plus j'augmente ma liberté. Dès 1992, on a eu les premières études montrant que la psychothérapie modifiait la dynamique fonctionnelle cérébrale. Ça, c'est une date historique parce que pour la première fois, on montrait que des efforts purement psychologiques et comportementaux modifiaient le fonctionnement d'un organe, le fonctionnement du cerveau. La méditation fait exactement pareil. C'est un truc qui paraît magique vu de l'extérieur, mais qui n'est que logique. Le cerveau, c'est un organe, comme les autres. Si je fais travailler régulièrement mes muscles, je développe ma force et ma souplesse. Si je fais travailler régulièrement mon cerveau, je développe certaines capacités cérébrales.
Mais comment notre conscience peut-elle influencer le fonctionnement de notre cerveau? Dans quelle mesure pouvons-nous accroître la petite part de liberté que nous offre notre conscience? Retour au Coma Science Group de Liège, où Steven Lorez, Antoine Lutz et Marcello Massimini tentent une expérience inédite. Mesurer la complexité de l'activité cérébrale de Mathieu Ricard dans différents états de conscience. Mathieu Ricard est assez extraordinaire parce qu'il a d'une part une thèse en biologie moléculaire avec un prix Nobel à l'Institut Pasteur et en même temps, il a étudié pendant plus de 30 ans avec les plus grands maîtres de la tradition bouddhiste tibétain. Il a entre 30 à 50 000 heures de méditation et de ce fait, il peut très facilement basculer entre différents états, dont cet état de présence ouverte qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Parfait. Nickel. Tu as le droit de manger. Oh, quelle chance. J'ai passé 12 heures de suite, 2 jours de suite, dans les IRM, les PET scans, etc., en mettant dans différents états, de présence ouverte, pour ce qui est pour nous la plus grande état de lucidité et de conscience, donc le plus clair, ou un état, ce qu'on appelle un état d'opacité cognitive induite. C'est un mot savant pour dire un état le plus stupide qu'on puisse imaginer, une sorte d'état de torpeur auto-induite. Que se passe-t-il dans le cerveau de Mathieu Ricard lorsque celui-ci passe volontairement et tout à fait subjectivement d'une conscience augmentée, élargie, à une conscience embourbée, diminuée? Le résultat de l'expérience a étonné les scientifiques. Mathieu Ricard parvient par sa seule pensée à faire varier de 20 à 30% la complexité de son activité cérébrale. C'est des résultats très préliminaires, à la fin d'autres études statistiques, etc., pour voir si c'est pas juste un blip. Enfin, quand même, ça serait étonnant, ça soit dit purement au hasard, parce qu'on l'a fait quand même pendant des heures et des heures, et qu'à chaque fois que je tombe dans cet état de torpeur, ça baisse de 20-30%. Chaque fois que je vais dans un état de conscience parfaitement éveillée, ça remonte. Donc, pour moi, c'est une évidence. Notre cerveau peut donc modifier son propre mode de fonctionnement, et ceci par le seul effet de la pensée. La science redécouvre peu à peu que certaines pratiques de l'esprit ont une action réelle sur nos cerveaux, qu'elles le transforment littéralement dans sa structure et son fonctionnement le plus intime. Mais où se trouve le poste de contrôle qui engendre de tels changements? Pourquoi est-il aussi insaisissable? Il n'y a pas de moi isolé, il n'y a pas de poste de contrôle dans le cerveau, les neurosciences sont bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas un poste de contrôle central. Il y a le flot de conscience, c'est un flot dynamique en perpétuel changement, mais un flot d'expérience. Moment après moment, chaque moment détermine l'état du suivant, et l'ensemble des expériences passées fait que mon état présent reflète l'histoire de ce continuum, dont certaines dont je me souviens, d'autres pas, mais ça représente l'état présent de ce continuum, point final. Notre conscience est bien sûr liée à l'activité biologique de notre corps, en continuité avec le monde qui nous entoure. Mais nous avons une petite marge de manœuvre. Nous avons le pouvoir de modifier l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Pour donner un sens au monde, notre cerveau conçoit des catégories et des limites. Nous voyons la mer d'un côté et le sable de l'autre. Mais quand on se rapproche, cette frontière disparaît. Où commence la mer? Où finit la plage? Où commence la conscience? Où se termine-t-elle? Il n'y a pas un moi isolé
qui décide, séparé du monde, mais un réseau de relations hyper complexes. Notre conscience est une histoire. Ce récit, à la fois collectif et singulier, nous raconte la complexité du monde. Dans l'inconscience merveilleuse, des milliards de phénomènes qui fourmillent en nous et autour de nous.